Voilà. Ah, on te voit parfaitement. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir à tous ceux qui... Merci pour tous ceux qui nous laissent bonsoir. Le temps qu'on attend, il y a 138 connectés ce soir normalement. On est déjà 56, ce qui est super. Et pour vous faire patienter, on a lancé un court sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes, si vous êtes plutôt des parents, des aidants, des personnes concernées. Et donc du coup, on vous laisse répondre à ce mini-sondage en attendant que les personnes inscrites nous rejoignent. Mathieu, est-ce que tu as envie de faire un test son? Et de tout le monde? Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Oui, très Ouais, bien. c'est bon. Alors, les participants grimpent tout doucement. On peut déjà faire donc vous le voyez, le sondage apparaît. Donc, beaucoup de parents ce soir parmi nous et on les remercie, et de personnes concernées également. Donc, vous pouvez faire en fait un défilé, le petit sondage pour vous aussi, regarder qui sont les profils des participants de ce soir. Donc, avant qu'on se présente et pour patienter encore quelques minutes, je vais commencer à vous donner quelques conseils techniques. Donc, volontairement, vos caméras et vos micros sont coupés pour le confort de tous, parce que si on allume toutes les caméras et tous les micros, il faudrait qu'on gère vos ordinateurs respectifs au domicile. Donc, c'est pas facile. Donc, volontairement, on coupe tous les caméras et les micros de ceux qui ne sont pas présentateurs. Et puis après, pour l'écran, si jamais vous ne voyez pas bien à la maison, sachez que sur chaque petit espace de votre écran, vous avez la possibilité d'agrandir. Au-dessus du PowerPoint, vous avez un petit carré, un petit rectangle gris, entouré lui-même de petits coins. Si vous appuyez dessus, vous le passez en plein écran. Il en est de même pour l'espace vidéo avec le visage de Dr Barth qui se présentera tout à l'heure et de Mathieu Ferté. Vous pouvez aussi agrandir en cliquant sur cette petite icône les caméras et la zone de conversation qui va nous accompagner tout le long du webinaire, qui est la zone où vous pouvez laisser vos remarques, vos questions. Vous pouvez aussi l'agrandir en appuyant sur le petit rectangle gris qui vous permet d'agrandir l'écran. Donc voilà. Donc il est 19h06, on a pour habitude d'attendre 10 petites minutes. Dr Barth nous disait le quart d'heure angevin tout à l'heure, alors on va peut-être pas aller jusqu'au quart d'heure, mais on va au moins laisser passer ces 10 petites minutes. Et puis on se présentera tour à tour. Donc pour ceux qui sont déjà arrivés, donc moi je suis Charlène Bedel, chef de projet à PHARE, Centre national de ressources handicap rare épilepsie sévère, et je co-anime la communauté de pratique aux côtés de l'équipe relais handicap rare Pays de la Loire avec Mathieu Ferté qui en est le pilote et qui est avec nous ce soir. Et on a le plaisir d'accueillir Dr Barth qui va elle-même se présenter dans quelques minutes quand on démarrera le webinaire. Donc ce webinaire fait partie de la programmation annuelle des webinaires que l'on propose au sein de la pratique épilepsie et handicap. Donc on en a un certain nombre déjà qui sont accessibles sur la plateforme, qui sont tous accessibles à l'issue des webinaires en replay sur la plateforme paces.care. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller la consulter. Je vous ai mis l'adresse dans la zone de conversation, l'adresse URL. Donc c'est la plateforme de la communauté de pratique sur laquelle vous retrouvez les webinaires en replay, mais pas seulement, vous retrouvez aussi toutes les informations liées à la communauté de pratique, les travaux en cours, ce que proposent les membres. Vous retrouvez aussi de la documentation. Enfin, vraiment, elle est de plus en plus riche et assez fournie. Je vous invite à aller la consulter. Donc, on est déjà à 71 participants. Donc, tout le monde n'est pas encore arrivé. Moi, je vais éteindre ma caméra. Et puis, je vais laisser Mathieu et Dr Barth nous dire quand ils ont envie de démarrer. Bah, on peut peut-être y aller, si tu es OK, Magali. Je suis d'accord.
Je, Ok. bonjour à tous. Je vais simplement un tout petit peu compléter ce que vient de dire Farlène. Donc, moi, c'est Mathieu Ferb. Je suis le responsable de l'équipe relais handicap rare des Pays de la Loire et de Prior, la plateforme régionale d'information et d'orientation pour les maladies rares. On est basé au CHU d'Angers et au CHU de Nantes. On intervient sur l'ensemble de la région. Donc, co-anime, comme l'a dit Charlène, le projet de communauté de pratique autour de l'épilepsie Bretagne et Pays de la Loire depuis plusieurs années. Voilà, donc ce sujet, on fait plusieurs, on organise régulièrement des actions, dont des webinaires. Ce sujet, cette thématique autour de l'alimentation, elle a été amenée par l'association Ariane Épilepsie qui t'a fait intervenir, Magali, je crois, il y a pas si longtemps que ça, lors d'une de leurs journées associatives. Il y a eu des retours très positifs de ton intervention et c'était un sujet qui remonte assez régulièrement, avoir des discussions et des accompagnements aussi que l'on propose au sein de l'équipe Remède. Donc assez naturellement, on t'a convié et invité à refaire cette intervention dans le cadre de la communauté sous un autre format webinaire. Donc je te remercie, Magali, d'avoir accepté. Voilà, bon, toi tu es neuropédiatre au centre de référence de neurogénétique et des maladies mitochondriales sur le CHU d'Angers. Je vais tester la main. Simplement, je souhaitais vous indiquer également qu'il y aura un second webinaire sur cette thématique le 30 avril à la même heure, à 18 h. Ce webinaire-là sera autour d'un retour d'expérience d'une maman d'un jeune atteint du syndrome Angelman et qui a un parcours assez atypique. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais on communiquera très rapidement, peut-être fin de semaine prochaine, sur ce second webinaire. Bon, je te laisse la main, Magali, et on se retrouve pour les échanges. Merci Mathieu. Donc, bon, comme tu l'as dit, je suis pédiatre de formation, neuropédiatre, et j'interviens en fait dans le service de génétique, à la fois en neurogénétique sur le centre de référence maladies mitochondriales, mais surtout sur le centre de compétences maladies métaboliques. Et dans ce cadre-là, je m'occupe beaucoup d'enfants qui ont besoin de régimes divers et variés pour leur pathologie. Donc, on va discuter un petit peu de régime et d'épilepsie. Donc, comme Charlène vous l'a dit, vous avez un petit onglet dans lequel vous pouvez laisser vos questions et en fonction de comment vous les laissez, on verra quand est-ce qu'on fait des petites pauses pour répondre aux questions. En tout cas, n'hésitez pas et on aura largement le temps de le faire. Donc c'est vrai que ça va reprendre un petit peu ce que j'avais déjà dit lors de 2 conférences où Ariane Épilepsie m'avait invité et voilà, on a remis un petit peu ça au goût du jour aujourd'hui. Donc je vous propose de commencer. J'espère que vous voyez tous bien le PowerPoint. Donc en introduction, une petite étude qui, voilà, c'est la diapo d'après, excusez-moi. En introduction, juste pour vous dire que voilà, l'épilepsie c'est quand même très fréquent, 7 cas pour 1000 personnes, et que malgré les traitements antiépileptiques, il y a quand même 30% des gens qui continuent de faire des crises convulsives. Et donc, à juste titre, ces gens se posent des questions sur l'origine de leur crise, sur pourquoi ça arrive aujourd'hui et pas demain. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est la lune ou d'autres choses? Et aussi, du coup, ces personnes peuvent être amenées à chercher des solutions alternatives aux traitements antiépileptiques, parfois aussi parce qu'elles ont des effets secondaires de ces traitements antiépileptiques. C'est un sujet qui est extrêmement discuté. Puisque vous voyez que en 2020, il y avait 3730 articles référencés sur un peu une base de données d'articles médicaux sur le sujet d'épilepsie et de différents composés de l'alimentation.
Donc c'est vraiment une préoccupation et je dirais que ça le devient même de plus en plus avec au fur et à mesure du temps, de plus en plus d'articles qui sortent sur ce sujet. Donc la question est toujours un peu qui est la poule ou qui est l'œuf, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu deux choses. Est-ce que quand j'avais interrogé l'association Ariane Épilepsie avant de faire ma première intervention, il m'avait vraiment posé la question de savoir, nous on voudrait savoir est-ce qu'il y a des aliments qui provoquent des crises et auquel cas il faut éviter ces aliments, ou est-ce que au contraire il y en a d'autres qu'il faudrait manger plus pour éviter des crises et du coup à l'extrême passer dans un régime particulier pour éviter les crises. Donc voilà, c'est toujours un peu, est-ce que aussi du fait qu'on n'en mange pas assez de quelque chose, on a des crises, ou est-ce qu'il faut passer, est-ce que l'épilepsie en elle-même entraîne des carences aussi, ou est-ce que les médicaments entraînent aussi des carences? Donc c'est dans ce sens-là que je vous disais qui est la poule ou qui est l'œuf. Donc voilà la petite étude qui vient de sortir récemment, pas si petite que ça, parce que vous voyez que c'est 150 patients épileptiques qui ont été, ce sont des patients adultes qui ont été interrogés, donc bien sûr sur la fréquence de leurs crises et leurs épilepsies, et on leur a donné ce qu'on appelle une enquête alimentaire, c'est-à-dire qu'ils devaient noter sur quelques jours tout ce qu'ils mangeaient, et on a fait ensuite des statistiques pour savoir, alors pour savoir effectivement quelles étaient les différences avec une alimentation standardisée normale. Et en fait, on a vu qu'effectivement, il y avait des différences avec des apports insuffisants en eau, en fibres, en magnésium, en certaines vitamines, et au contraire, des apports excédents en protéines, en fer, et on va voir, enfin moi en tout cas, ça m'a un petit peu surpris dans cette étude, en vitamine D aussi. Ce qui a surtout été montré, c'est que les patients qui avaient une épilepsie déséquilibrée, statistiquement, avaient un apport plus faible en légumes et un apport plus faible en calories. Et que peut-être que du coup, en rétablissant un petit peu ce genre de problème, ça pourrait favoriser l'équilibre de l'épilepsie. Bon, c'est une photographie comme ça que je trouve intéressante de l'alimentation de patients épileptiques. Alors justement, puisqu'on dit qu'on compare ça à un régime normal, qu'est-ce que c'est déjà un régime normal? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, on va parler de différentes parties d'alimentation. C'est-à-dire que dans ce que l'on mange, il y a des protéines, il y a des graisses, il y a des sucres, donc les protéines, les glucides, les lipides. Et puis, les protéines surtout amenées par viande, poisson, œufs entiers, les féculents, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Et puis, peut-être pas, vous voyez peut-être pas ma flèche, mais c'est pas grave. Vous voyez les photos avec les glucides. Alors, on pense toujours aux glucides du sucre qu'on rajoute dans le café, mais en fait, les glucides, c'est beaucoup plus large que ça. Il y en a dans les féculents, il y en a dans les... Alors, Charlène me met gentiment une flèche, mais je ne sais pas comment l'actionner. Ah si, comme ça, peut-être, non. Bon, c'est pas grave. Ou sinon, si tu peux l'actionner, du coup, Charlène. Voilà, je disais donc les glucides, c'est le sucre que l'on mange, c'est vrai, mais c'est aussi plein de sucre caché dans les féculents, dans le lactose du lait par exemple, dans le fructose des fruits également. Et puis les lipides, et ben ça c'est plus classique, hein, c'est les graisses, l'huile, le beurre, etc. Et puis à côté de ça, on a plein de ce que l'on appelle des minéraux et des oligo-éléments. Donc, par exemple, le magnésium, les choses comme ça, et on a aussi les vitamines. On verra que au sein des produits laitiers, au sein des protéines, on discutera un petit peu du gluten, on discutera aussi de la caséine. Au sein des graisses, on discutera un petit peu des triglycérides à chaîne moyenne, du DHA, des oméga 3 un petit peu plus particuliers. Alors, quand on parle de l'action que l'on veut sur les crises, en tout cas quand on en discute nous avec les patients, on fixe toujours un objectif, c'est-à-dire que si on met en place un régime, si on met en place une supplémentation diététique, quelle qu'elle soit, la question c'est quel est notre objectif.
Notre objectif, malheureusement, n'est pas d'avoir 0 crise, mais de diminuer au moins de plus de 50% la fréquence des crises. Si on arrive à plus, eh ben, tant mieux. Le régime que l'on peut mettre en place peut aussi avoir d'autres actions. Des actions sur les apprentissages, des actions parfois sur les troubles du comportement, les troubles autistiques, les troubles du sommeil. Et il arrive fréquemment que finalement on met des actions diététiques en place, que finalement sur la fréquence des crises ça ne change pas énormément les choses et que pourtant les parents souhaitent poursuivre le régime parce que ça a des actions bénéfiques autres comme on a dit apprentissage, troubles du comportement. Alors, il y a des maladies génétiques, on va un petit peu balayer rapidement ce schéma mais c'est juste pour le citer. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier les gens qui ont une épilepsie de cause inconnue, c'est quand même majoritairement le cas, ou une épilepsie suite à un traumatisme crânien, suite à une malformation cérébrale, et les gens qui ont une épilepsie qui est secondaire à ce qu'on appelle une maladie métabolique, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie génétique qui fait qu'ils ne savent pas bien utiliser certaines vitamines. Et là, auquel cas, bien sûr, le fait de leur donner cette vitamine-là est assez miraculeux pour eux. Hein, et on a comme ça des maladies génétiques qui sont des épilepsies vitamine B6 sensibles, les déficits en biotinidase, des épilepsies où il y a de l'anomalie de l'utilisation des folates, le déficit du transporteur intracérébral du glucose, le déficit en pyruvate des hydrogénases. Dans ces cas-là, voilà, c'est pas un problème de carence dans l'alimentation, c'est pas un problème d'absorption digestive, mais c'est vraiment un problème génétique d'utilisation de ces différents éléments de l'alimentation. Et là, pour le coup, le régime ou le supplément vitaminique est vraiment le traitement roi avec une efficacité, bien sûr, très importante. Malheureusement, c'est quand même des cas assez rares. Hein, et donc, voilà, c'est pour ça que je vous le cite au cas où vous en entendriez parler, mais on ne va pas détailler ça ici ce soir. Alors, il y a toute la question déjà des traitements antiépileptiques, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs traitements antiépileptiques qui interagissent soit avec l'assimilation, soit avec l'absorption, mais en général plutôt avec l'assimilation des vitamines au niveau du foie, au premier plan desquelles la phénitoïne, la carbamazépine qui est le Tegretol, le phénobarbital qui est le Gardénal. Et ces médicaments, par eux-mêmes, entraînent une inactivation de l'action de la vitamine D, donc peuvent avoir des conséquences au niveau osseux, entraînent une diminution de l'efficacité de plein de vitamines du groupe B que je vous ai noté là et qui ont du coup des conséquences un peu sur ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le valproate de sodium, c'est la dépakine, vous en avez tous entendu parler sur les conséquences qu'il peut y avoir, notamment pendant la grossesse, sur des anomalies du métabolisme de l'acide folique avec des malformations chez le fœtus, et aussi parfois des carences en vitamine A. Il y a peut-être des interactions aussi avec certains oligoéléments, le cuivre, le sélénium, le zinc, et puis il y a le fameux cas du pamplemousse. Le pamplemousse en fait entraîne une dégradation plus rapide au niveau du foie de certains médicaments, et donc il faut faire attention, bien sûr, quand on en boit beaucoup, ou si on en boit très régulièrement, hein. C'est pas un bon plan de prendre son traitement le matin avec un jus de pamplemousse. Alors, si on s'écarte de ça, je vous propose en tout cas de prendre certains oligoéléments les uns après les autres pour voir leur rapport avec l'épilepsie. Au premier plan duquel il y a le magnésium qui est déjà connu depuis très longtemps pour son rôle anticonvulsivant. Alors, je vous ai mis quelques mécanismes. Ça agit sur l'inflammation secondaire à l'épilepsie, ça agit sur certains récepteurs intracérébraux. Et ça a été utilisé et décrit avec des indications toujours encore discutées, notamment dans les spasmes infantiles, quelle que soit la cause de ces spasmes. Il y a certaines équipes qui rapportent un bénéfice à mettre un traitement par magnésium. C'est parfois utilisé dans certains états de mal, notamment les états de mal convulsifs chez les femmes enceintes. Ça a été rapporté à une certaine efficacité aussi dans certaines cytopathies mitochondriales.
Et vous voyez, je vous ai cité là une petite étude qui a été faite en 2019. Petite, le terme n'est pas très bon, parce que vous voyez, ça recouvrait 2242 hommes qui ont été suivis de manière longitudinale pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant 22 ans, et où il a été ensuite montré statistiquement qu'il y avait une augmentation du risque d'épilepsie chez les personnes qui consommaient moins de magnésium. Donc on en revient toujours avec la poule et l'œuf, comme on a dit tout à l'heure. Concernant la vitamine D, il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'il y a plus de crises convulsives en hiver par rapport à l'été. Bon, est-ce que ça a un rapport avec la vitamine D? Je ne sais pas, parce qu'en hiver, il y a aussi beaucoup plus de facteurs infectieux. Et chez les enfants, notamment, on sait bien qu'en période fébrile, il y a beaucoup plus de crises convulsives, et chez les adultes aussi, qui peuvent être fatigués par certains virus. En tout cas, il y a eu une étude, vous voyez, je vous cite là, en 2012. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une petite étude. 13 patients qui avaient une épilepsie, pharmacorésistance et une carence en vitamine D. Et on leur a donné une supplémentation en vitamine D et on a observé une diminution des crises d'environ 40%. Alors ça, effectivement, c'est une étude intéressante. Depuis, il y a eu d'autres études qui ont été faites et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, dans la littérature, au final, on a autant d'études qui montrent une efficacité que d'études qui n'en montrent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une recommandation très claire à supplémenter les personnes qui prennent des traitements antiépileptiques en vitamine D, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les traitements antiépileptiques par eux-mêmes peuvent induire une diminution de l'efficacité de la vitamine D. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment pour prévenir une carence en vitamine D qui pourrait avoir des conséquences sur l'os, plutôt que sur un versant antiépileptique de la vitamine D. Concernant une autre vitamine qui est la vitamine E, qui est une vitamine un petit peu moins connue, mais très importante par son rôle antioxydant, on a certains traitements antibiotiques comme le valproate de sodium, donc la dépakine, qui interagissent vraiment avec ces mécanismes d'oxydoréduction qu'on appelle dans les cellules. Et donc là, l'intérêt d'un traitement antioxydant est très intéressant. Dans la littérature, vous voyez, il y a 3 études qui ont montré une diminution de la fréquence des crises quand on ajoute de la vitamine E au traitement. Il y a aussi eu quelques études qui n'ont pas mis en évidence cet effet-là. Mais en tout cas, la vitamine E, ça reste assez discuté quand même. La vitamine B6, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des maladies génétiques dans lesquelles on ne sait pas bien utiliser la vitamine B6 et pour lesquelles la vitamine B6 est vraiment un traitement. Une carence profonde en vitamine B6 peut entraîner des convulsions. En général, ce sont des contextes notamment d'alcoolisme qui provoquent ces carences en vitamine B6 ou certains régimes très restreints. Et comme je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait certaines études qui montraient une efficacité dans l'espace infantile, dans les syndromes de West, et finalement ont été un peu contrecarrées par cette étude en 2018. En tout cas, vous voyez que c'est très discuté. Je vous dirai un petit mot après de pourquoi il y a tellement de différences entre ces différentes études. Donc au final, on se dit, plutôt que de prendre chaque oligo-élément les uns après les autres, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à tester un cocktail vitaminique? Et donc là, il y a une étude qui est parue en 2020, 31 patients adultes avec une épilepsie focale pharmacorésistante. Ils faisaient au moins une crise par mois, mais c'était en moyenne plutôt une crise par semaine dans l'étude. Et on leur a donné à tous, donc de manière standardisée, un peu de B6, de B9, vitamine D, vitamine E. Et du coenzyme Q10, qui est un autre antioxydant. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que chez tous les patients, ils avaient fait des dosages vitaminiques. Avant la mise en place de ce traitement, aucun patient n'avait de carence en ces vitamines. Donc, ce n'est pas la carence qui était le problème. Et pourtant, quand on les a supplémentés dans ce cocktail vitaminique, on a observé 50% de diminution de crise chez 62% des patients. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose qui a été observé à 6 mois de traitement. On ne sait pas si après ça s'est maintenu bien sûr dans le temps, mais c'est quand même un résultat qui est très intéressant.
On arrive ensuite sur la question des acides gras polyinsaturés. Donc vous savez, dans les graisses, il y a des graisses à chaîne longue, à chaîne moyenne, à chaîne courte, et puis il y a des graisses que l'on dit saturées, c'est ce qu'on vous entendez dans le commerce comme les mauvaises graisses, et il y a les graisses que l'on dit polyinsaturées. C'est surtout les oméga 3 et le DHA, donc c'est des choses qu'on trouve dans les poissons gras par exemple, dans l'huile de foie de morue, dans des choses comme ça. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent déjà à l'intérêt de ces acides gras polyinsaturés dans les maladies neurologiques au sens général, Alzheimer, autres maladies neurodégénératives. Et il y a eu aussi des études particulièrement sur les patients épileptiques, puisque on sait sur des études sur des cellules qui convulsent qu'il peut y avoir un rôle direct antiépileptique de ces acides gras polyinsaturés et un rôle sur l'excitation neuronale. Je vous ai recité là une petite étude qui a été faite en 2018, qui a quand même l'avantage dans cette étude d'avoir été faite par contre placebo. Alors, on a comparé des patients qui prenaient le traitement contre des patients qui ne le prenaient pas. Et on voit qu'il y a une réduction de 30% des crises chez les patients qui répondent et qu'il y a 60% de répondeurs. Il y aurait peut-être aussi une action dans la prévention des SUDEP. Les SUDEP, vous savez, c'est ces cas malheureusement de mort subite qui surviennent au cours de crises convulsives. Ils sont très rares, mais voilà, il y aurait peut-être un rôle par rapport à ça. Au final, aujourd'hui, dans la littérature, on a 5 études qui sont en faveur d'une efficacité contre 3 pour lesquelles ça n'a pas été retrouvé. Alors, on arrive ensuite, je pense, au moment où on va faire une petite pause, parce qu'on parlera après plutôt des régimes. Là, on a parlé plutôt de ce qui pouvait être carentiel ou de ce qu'on pouvait rajouter en termes de vitamines et d'oligo-éléments. Avant de voir avec Charlène si vous avez des questions sur cette première partie, un petit mot sur finalement pourquoi un jour il y a une étude qui sort et ça marche, et puis l'autre jour il y a une autre étude qui sort et ça marche plus. Il y a différentes choses, c'est-à-dire que nous déjà dans les études on a des grades dans la qualité de l'étude. Pour nous, une étude optimale, c'est une étude qu'on appelle une étude randomisée en double aveugle, c'est-à-dire que on prend les gens, il y a des gens à qui on donne le traitement, des gens à qui on donne pour le coup un placebo, c'est-à-dire qu'ils prennent quand même des gélules, mais il n'y a pas les vitamines, il n'y a pas les choses dedans. Et malheureusement, il y a très très peu d'études comme ça, il y en a d'ailleurs quasiment aucune randomisée en double aveugle. Très souvent, les études sont faites avec des patients qui racontent leur historique de crise. Donc, ils nous disent, voilà, dans les 3 derniers mois, j'ai fait tant et tant de crises par semaine. Et puis, on leur donne le traitement et puis on regarde dans les 3 mois suivants qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est intéressant, mais voilà, des fois, surtout en termes d'épilepsie, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, par exemple, on sait très bien qu'il y a une variabilité avec plus de crises en hiver. Bon, typiquement, voilà, il y a des facteurs extérieurs et d'autres facteurs qui interviennent. Donc, c'est pas évident d'interpréter. Des fois aussi, ça n'a pas toujours été les mêmes doses de traitements qui ont été données, notamment dans les études sur le DHA dont je vous ai parlé. Certains utilisent des plus fortes doses de DHA que d'autres, certains l'utilisent plus longtemps, voilà. Donc ça peut expliquer pourquoi il y a ces différences. Et dans les cocktails vitaminiques, là je ne vous en parle même pas parce qu'il y a bien sûr différentes façons de faire ces cocktails vitaminiques. Alors, est-ce que du coup, Charlène, il y avait déjà des questions peut-être un petit peu spécifiques sur cette première partie, ou est-ce qu'on continue et on discute à la fin? Oui, alors il y a quelques premières questions et d'autres qui sont en train d'arriver, donc peut-être on n'aura pas le temps de toutes les traiter, puis certaines sont peut-être très personnalisées, donc je vous laisserai, Dr Barthes, voir pour réponse. En tout cas, on en a 3 qui sont arrivées il y a un petit moment, donc il y en a une qui était la suivante: syndrome de Bourneville, a-t-on une action possible? Point d'interrogation. Alors, on répond peut-être une par une. Je vous laisse la prendre. Justement, oui, peut-être une par une, je me donne la deuxième après.
Donc, dans le syndrome de Bourneville, les crises, c'est principalement lié à des malformations cérébrales, au fameux tubaire. Et du coup, effectivement, ça revient à dire on peut agir par certains de ces mécanismes que l'on dit là, hein, c'est-à-dire clairement dans les études que je vous ai montrées, il y avait des patients qui avaient effectivement des scléroses tubéreuses de Bourneville. Maintenant, on verra un petit peu plus loin, Joker, sur la présentation qui suit après sur les régimes. Quand on dit est-ce qu'on a une action dans la sclérose de Bourneville, quand on le voit un peu de manière scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'on a une action sur l'épilepsie ou est-ce qu'on a une action sur la cause, c'est-à-dire que le gène de la sclérose de Bourneville entraîne le développement de ces fameuses tubaires et une sorte de prolifération cellulaire. Et est-ce qu'on peut agir sur cette prolifération cellulaire? Et là, effectivement, voilà, je vous dévoile un peu les choses, mais il semblerait qu'avec le régime cétogène, il y ait aussi une action sur ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a du coup... Alors, oui, il y a une deuxième question. Mon épilepsie est due à une tumeur cérébrale opérée. 1 à 4 crises semaine. J'ai baissé mon indice glycémique, ça marche, mais avez-vous d'autres solutions? Alors, Joker, parce que ça, du coup, je propose qu'on en reparle à la fin, parce que là, les questions d'index glycémique, ça couvre tout ce qui est régime cétogène. Donc, on garde la question Très pour bien. la suite. Eh bien. La troisième, c'était, vous avez parlé de vitamines tout à l'heure. Quel risque de surdose de ces vitamines? Alors, tout dépend des vitamines. C'est-à-dire, quand on a un surdosage en vitamine D notamment, il y a un risque qu'on ait trop de calcium et donc qu'on ait une hypercalcémie et ça, c'est pas très bon ni pour le cœur, ni pour les articulations. Donc ça, c'est principalement pour la vitamine D. Sur la vitamine B6, il y a des toxicités, notamment qui peuvent donner des neuropathies périphériques quand on en prend de trop. Sur les autres vitamines, il y a moins d'effets secondaires de surdosage qui auraient été décrits. C'est principalement ces deux vitamines-là avec lesquelles il faut faire attention. Après, on a, vous pouvez tous le voir dans la zone de conversation, mais je vais en faire le relais à l'oral pour que ça soit peut-être que tout le monde en prenne connaissance. On a un grand message qui dit « Personnellement, j'ai 23 ans et j'ai eu une grosse crise d'épilepsie à 6 ans, plus jamais depuis. Mais j'ai toujours eu fréquemment des crises d'absence. Ma neurologue m'a dit que ça venait du niveau de l'hippocampe dans le cerveau. Je suis donc sous traitement depuis quelques années. Je vais bientôt me faire opérer au niveau intracrânien afin de voir s'il est possible de faire la grosse opération. Mais je ne savais pas du tout que ça pouvait jouer sur l'alimentation. Comment on peut savoir de quel oligament il peut s'agir qui rend le problème pour notre cas? » Eh ben, C'est peut-être très spécifique. Oui, bien sûr. C'est difficile de répondre à la question, même d'une manière générale, puisque vous voyez dans cette étude sur les cocktails vitaminiques que je vous ai montré, les patients avaient, je vous remets la diapo, les patients avaient tous eu un dosage vitaminique avant le traitement et aucun n'avait de carence. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont été améliorés par l'ajout de vitamines. Donc, le problème, c'est qu'il y a les dosages que l'on peut faire dans le sang, qu'on peut faire dans les urines. Voilà, on peut recommander, enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de supplémentation en vitamine D systématique, moi, je recommande quand même qu'il y ait des dosages de vitamine D qui soient faits, au moins des dosages. Pour les autres vitamines, c'est assez compliqué parce qu'il y a les dosages que l'on fait dans le sang, qui ne sont pas forcément le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nos cellules, voire même les globules blancs circulants dans lesquels on pourrait doser, et qui ne sont pas forcément encore le reflet de ce qui se passe au niveau intracérébral. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces dosages, d'autant plus qu'il y en a qui ne sont pas du tout faits en routine et ce n'est pas du tout simple. Et c'est pour ça que, on le dira à la fin, et vous l'avez déjà un petit peu compris dans ma diapo qui reprenait un peu une photographie de l'alimentation des patients avec épilepsie. L'important dans un premier temps, c'est déjà d'avoir une alimentation bien équilibrée. Avoir assez de calories, avoir assez de fruits et légumes pour avoir déjà les vitamines qu'il nous faut.
Les carences en soi, on peut effectivement les rechercher, on peut sinon parfois faire aussi ce qu'on appelle des tests thérapeutiques. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de risque à avoir un surdosage vitaminique en dehors de la vitamine D et de la vitamine B6. Et on peut tout à fait essayer de prendre certaines vitamines. Le seul problème, on va dire, c'est qu'actuellement, ça ne va pas être remboursé, ces supplémentations-là. Si vous n'avez pas une épilepsie génétique dans laquelle il est prouvé que d'une façon génétique, vous ne savez pas bien utiliser ces vitamines. Alors après, je vais peut-être vous donner une dernière question et puis les autres, je vous les donnerai pour la prochaine pause. Il y en a deux qui sont sur la même thématique. Ma fille a un, j'espère que je vais bien prononcer ou ma fille a un CDKL5. Un régime peut-il jouer sur son épilepsie réfractaire au traitement? Et on a une seconde personne qui nous dit le gène CDKL5 entraîne beaucoup de reflux. Comment soulager les enfants? Le lien entre reflux et épilepsie? Point d'interrogation. Joker. On va attendre la suite parce que là, on parle vraiment de régime alimentaire spécifique et ça va faire partie de la deuxième partie de la présentation. Donc, on en parle à la fin. Très bien. Bon. Et bien, du coup, je laisse les autres personnes. Je vois que tout le monde est en train d'écrire. Merci pour votre participation très, très active sur le chat en ligne. On reçoit beaucoup de choses dans la conversation de tout le monde, plus en conversation privée. Donc, si on ne répond pas à tout, sachez qu'on enregistrera bien vos questions et on verra si une synthèse est nécessaire pour accompagner le replay. Je vous laisse poursuivre, Dr Barthes, et je continue à enregistrer les questions. Parce que là, j'ai utilisé tous mes jokers, donc je continue. Alors, je continue justement par rapport aux questions que vous posez sur le régime alimentaire. Et en l'occurrence, comme on le disait, est-ce que certains régimes peuvent diminuer le nombre de crises? Donc, très souvent, il y a des personnes qui m'interrogent sur les protéines du lait de vache, sur la caséine, sur le gluten, des choses comme ça. Clairement, sur les protéines du lait de vache, il n'y a aucune étude qui a montré un lien avec une diminution des crises convulsives. On sait pourtant que voilà, les protéines de lait de vache peuvent avoir un effet sur l'inflammation par une élévation du taux de cytokine, et donc il y aurait un petit peu plus de tout ça chez les patients épileptiques, mais en pratique, aucun article n'a montré l'intérêt d'un régime pauvre en protéines du lait de vache et pauvre en caséine quand on a une épilepsie. Par contre, ça a été rapporté comme pouvant avoir une efficacité chez certains patients qui ont des troubles autistiques, qui ont des troubles du comportement. Voilà, troubles du comportement qui peuvent parfois être liés avec l'épilepsie aussi. Donc, voilà, pas d'action sur l'épilepsie en elle-même. Il ne faut pas attendre une diminution de fréquence de crise avec un régime sans protéines du lait de vache. Par contre, ça peut avoir une action sur le comportement. Là encore, les études sont très très discutées. Il n'y a aucune étude malheureusement randomisée qui est très solide et qui dit qu'il faut absolument le faire. C'est pour ça que quand vous voyez votre médecin, il ne vous dit pas faites une protéine du lait de vache et un régime sans protéine du lait de vache si votre enfant a un syndrome autistique. On n'a pas les preuves suffisantes pour, entre guillemets, l'imposer. Et pourtant, on sait bien qu'il y a certains patients qui peuvent être améliorés par ce genre de régime. Moi, je pense que c'est surtout intéressant de l'essayer dans ces situations où il y a des troubles du comportement, des troubles autistiques associés à des troubles digestifs ou à de véritables allergies qui ont été avérées. Bien sûr, là, tout à l'heure, il y avait une question, par exemple, sur les reflux. Bon, parfois, le fait d'enlever les protéines du lait de vache peut améliorer les choses sur ce genre de problématique. Concernant le gluten, là, c'est un petit peu différent. Le gluten, comme vous le voyez sur la photo, c'est quelque chose qu'on trouve surtout dans les céréales, classiquement dans le seigle, l'avoine, le blé et l'orge.
Et c'est toute une problématique puisqu'il y a des gens qui ont clairement ce qu'on appelle une maladie cœliaque, c'est-à-dire c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, dans lequel ils vont développer des anticorps qu'on peut doser sur une prise de sang, et surtout si on leur fait une biopsie au niveau de leur tube digestif, on trouve qu'il y a une atrophie villositaire, c'est-à-dire que l'intestin est complètement atrophié. Ça, ce sont les vraies maladies cœliaques. À côté de ça, il y a des patients qui sont dits sensibles au gluten, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont des troubles, souvent des troubles digestifs. Dans la maladie cœliaque, je ne vous l'ai pas dit, mais très souvent, c'est bien sûr des troubles digestifs, des enfants qui grandissent pas bien, ne prennent pas bien de poids. Et dans les sensibles au gluten, la différence, c'est que leur prise de sang est positive, mais par contre, les biopsies digestives sont négatives, donc ils ne sont pas étiquetés comme étant une vraie maladie cœliaque. Ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la population de personnes qui ont une vraie maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten, il y a environ 1% de cette population qui présente une épilepsie, ce qui est finalement une fréquence pas si loin de celle de la population générale, mais quand même un peu supérieure. Par contre, si on regarde à l'inverse, dans la population des épileptiques, le pourcentage de gens qui ont une sensibilité au gluten ou qui ont une maladie cœliaque, et bien là, on se retrouve avec un chiffre tout à fait élevé, c'est-à-dire qu'environ de 4%. Cette influence du gluten est très débattue. Vous voyez, plus de 236 articles dans la littérature en 2017. Je n'ai pas refait le compte depuis 2017, mais c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que les médecins, quand vous les voyez, ils vont vous dire qu'il faut absolument faire un régime sans gluten quand vous avez une vraie maladie cœliaque. Donc, des anticorps positifs, une biopsie digestive positive, et très souvent, ils vont principalement regarder les manifestations digestives. Or, on sait qu'il y a des gens qui sont sensibles au gluten et qui ont souvent des manifestations extra-digestives. Des migraines, des maux de tête, parfois des neuropathies et parfois justement de l'épilepsie. On sait aussi qu'il y a même certaines épilepsies en particulier qui sont plus associées à ce genre de problématique avec le gluten. C'est les épilepsies occipitales, dans lesquelles il y a souvent des calcifications, ou les épilepsies temporales avec ce qu'on appelle une sclérose hippocampique. Dans 40% des cas de ces formes que l'on dit non cœliaques, les gens n'ont aucun problème digestif. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile à diagnostiquer pour les médecins, parce que nous, à la faculté, on apprend qu'une maladie cœliaque, c'est des troubles digestifs et point la ligne. Là, c'est compliqué justement d'y penser quand il n'y a pas de signes digestifs. L'autre chose intéressante, c'est que pour le coup, les gens qui sont sensibles au gluten ou qui ont une vraie maladie cœliaque avec une épilepsie ont vraiment un bénéfice à faire ce régime, puisque 53% des patients ont une diminution des crises quand ils font un régime sans gluten. Donc, moi je dirais que sur le régime sans gluten, pour reprendre un peu tout à l'heure la remarque de l'un de vous de comment est-ce qu'on peut savoir si on doit faire le régime ou pas, eh bien, moi, je dirais qu'on peut faire le dosage des fameux anticorps. Voilà, ça c'est tout simplement sur une prise de sang. À mon sens, ça n'a pas d'intérêt d'aller plus loin avec une biopsie, puisque vous le voyez, dans nos cas, c'est très peu des vraies maladies cœliaques. De le proposer surtout si on a des calcifications, une sclérose hippocampique, une épilepsie occipitale pharmacorésistante, et peut-être d'essayer un régime sans gluten, pour quand on a une épilepsie pharmacorésistante dans laquelle on n'a pas vraiment d'épilepsie, pourquoi pas. Moi, je dis juste que, attention, il faut pas partir dans les extrêmes. C'est pas parce qu'on l'essaye qu'on va le garder toute sa vie, ce régime sans gluten. Mais faire un essai de régime sans gluten pendant 6 mois, par exemple, pour voir si effectivement il y a un changement, moi, ça me paraît tout à fait justifié, d'autant plus que c'est pas très compliqué de faire un régime sans gluten, ça n'entraîne pas beaucoup de carences, pas beaucoup de conséquences.
Donc, vous voyez, ce régime sans gluten, moi je dirais qu'il faut vraiment le discuter au cas par cas et bien sûr, le discuter encore plus quand il y a une vraie maladie cœliaque, une vraie sensibilité au gluten. On arrive ensuite sur la partie du régime pour lequel l'efficacité a été le plus prouvée dans l'épilepsie, c'est le fameux régime cétogène et vous aviez déjà commencé un petit peu à anticiper, je regarde juste quelle heure il est, pour être pas, parce que le régime cétogène, il faut en parler pendant des heures, donc il faut quand même qu'on laisse un petit peu de place à vos questions. Alors, le régime cétogène, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit tout à l'heure dans l'alimentation qu'on a des sucres, des protéines et des graisses. Là, dans le régime cétogène, on va largement augmenter la part des graisses par rapport au reste. C'est-à-dire que vous voyez ici sur des petits camemberts. Sur le camembert donc de droite, où il y a marqué standard diète, c'est donc le régime standard. Habituellement, on a à peu près 50 à 60% de glucides, 15% de protéines et environ 30% de graisse. Quand on passe à un régime cétogène, vous voyez que la part du bleu, qui est la part des graisses, augmente sur le camembert du coup de gauche et devient très important. On diminue aussi un petit peu l'apport en protéines et surtout on diminue drastiquement l'apport en graisse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que historiquement, ça a toujours été discuté l'intérêt du jeûne chez les patients. Voilà, historiquement, au Moyen-Âge, les patients épileptiques, ils étaient pris comme habités par le démon. On les enfermait dans une église pendant une semaine, on leur donnait rien à manger, et puis ensuite, au bout d'une semaine, on ouvrait la porte, et là, ils sortaient, ils avaient plus de crise convulsive. Donc, effectivement, c'est le jeûne, mais en fait, quand on jeûne, on fabrique ce que l'on appelle des corps cétoniques. Peut-être si vous avez déjà vous-même jeûné, vous vous rendez compte qu'au bout d'un temps, on a une espèce de petit goût de pomme dans la bouche. Et ça, c'est le goût des corps cétoniques. Et bien sûr, c'est intéressant de faire des périodes de jeûne, même, vous savez, ça devient à la mode. Maintenant, il y a certaines personnes qui étudient ça. Est-ce que de temps en temps, il ne faudrait pas faire un jeûne comme ça? Mais à long terme, c'est quand même pas viable, notamment pour la prise de poids et encore moins pour des petits-enfants. Et donc, c'est là que en 1921, à la Mayo Clinic, ils ont mis en place ce régime cétogène. C'est-à-dire que quand on jeûne, on fabrique des corps cétoniques à partir de nos propres graisses. Et surtout, on n'a plus de sucre à utiliser. Donc l'idée, c'est de dire, on va donner une alimentation très riche en graisse pour forcer, entre guillemets, le corps à fabriquer des corps cétoniques et pour autant ne pas être en carence calorique, ne pas être en carence énergétique et poursuivre une bonne croissance. Ça a été utilisé, vous voyez, au début, là, en 1921. Et puis après, ça a été un petit peu oublié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la venue des traitements antiépileptiques et notamment du Gardénal. Et c'était bien sûr plus simple de prendre du Gardénal que de faire un régime. Donc ça a été un petit peu oublié. Et puis ensuite, ça a été remis au goût du jour dans les épilepsies pharmacorésistantes à partir de 1998 à Baltimore avec un petit garçon qui s'appelle Charlie et qui a donné naissance à la Charlie Foundation aux États-Unis. Donc, pourquoi en fait on fait un régime cétogène? On peut le faire dans les épilepsies pharmacorésistantes, quelle que soit, on va dire, la cause de cette épilepsie. Les foyers épileptiques sont très avides de glucose, donc l'idée c'est quand même de leur couper les vivres, entre guillemets, pour vous simplifier les choses. On verra tout à l'heure que les mécanismes sont un petit peu plus compliqués. Mais on a aussi, on l'a dit un petit peu, certaines maladies métaboliques et certaines maladies génétiques dans lesquelles le sucre n'arrive pas jusqu'au niveau du cerveau. Donc le cerveau se retrouve en carence énergétique totale et donc il convulse parce qu'il n'a plus assez de carence énergétique. C'est les fameux déficits en GLUT1. Et là, pour le coup, le régime cétogène, c'est vraiment le traitement. Et dans la majorité des cas, les enfants n'ont plus du tout besoin de traitement antiépileptique à côté. C'est un petit peu pareil pour les pyruvate deshydrogenase et pour certaines formes d'ostéopathie mitochondriale.
Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que le régime cétogène s'étend beaucoup plus loin maintenant que les épilepsies, puisqu'on en parle dans d'autres maladies neurodégénératives, dans l'autisme, dans le cancer, dans d'autres maladies encore. Alors, l'épilepsie, vous savez ou pas, en quel cas je vous dis, que c'est une sorte de balance entre des phénomènes qui entraînent des excitations neuronales au niveau du cerveau, principalement par un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate, et d'autres phénomènes qui inhibent cette excitation, principalement par un autre neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Et tout ça se fait avec l'ouverture et l'échange de certains canaux sodium ou potassique. Ça, on va dire que c'est la base de ce qui se passe au niveau d'une cellule neuronale. Mais on sait aussi que quand on a des foyers d'épilepsie, on a des phénomènes inflammatoires qui peuvent comme ça entraîner, enfin faire que ça s'emballe, on va dire. On a du coup plus de besoins énergétiques et donc il peut y avoir des soucis par rapport à ça. On retrouve le stress oxydatif, on retrouve aussi l'épigénétique, c'est-à-dire qu'à un moment, les choses s'emballent parce que l'organisme commence à lire certains gènes qui disent qu'il faut continuer, entre guillemets, à criser, alors que ce n'est pas du tout, bien sûr, le but souhaité. Vous voyez un schéma très compliqué, que je ne vous détaillerai pas, rassurez-vous, sur l'action du régime cétogène. C'est juste pour vous dire que c'est bien plus compliqué que ce que je viens de vous dire en disant que les foyers épileptiques sont avides de glucose. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'action vient de la diminution du glucose. Si on ne diminue pas le glucose dans l'alimentation et que l'on donnerait par exemple des corps cétoniques de synthèse, ça n'aurait aucune efficacité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même, entre guillemets, affamer le foyer épileptique en diminuant les glucides, que les acides gras par eux-mêmes ont une action. Certaines formes, notamment d'acides gras, je vous ai marqué le C10, c'est des triglycérides à chaîne moyenne, ont une action épileptique propre quand on étudie ça au laboratoire sur des cellules qui convulsent. Ces acides gras augmentent aussi la production énergétique. On produit beaucoup plus d'énergie à partir des graisses qu'à partir du sucre. Et donc, on va pouvoir favoriser ces canaux potassiques qui sont plutôt dans les mécanismes d'inhibition des crises. On a des effets anti-inflammatoires de nos fameux acides gras polyinsaturés. On en a déjà un petit peu parlé avec les oméga 3. Et puis, le régime cétogène agit bien plus loin, notamment sur tous ces phénomènes qu'on dit épigénétiques, par un mot japonais qui est la désacétylation des histones. En gros, ça veut dire que le régime cétogène va permettre d'indiquer à l'organisme, si on peut dire comme ça, quels gènes doivent être lus et quels gènes, au contraire, ne devraient pas trop être lus. Et c'est ce qui explique qu'on peut faire un régime cétogène pendant quelques années, 1 an, 2 ans, et que pourtant, on peut ensuite en garder le bénéfice. Parce qu'on a changé la façon dont les gènes doivent être exprimés par ces mécanismes épigénétiques. Et on sait depuis pas très longtemps, il y a des études qui sont faites maintenant sur le microbiote, vous savez, ce sont les bactéries que l'on a au niveau digestif. Et quand on est sous régime cétogène, ces bactéries changent. Et ça, il y a beaucoup d'études sur l'influence des bactéries digestives sur les épilepsies. Et il semblerait qu'on ait des bactéries aussi qui sont plus favorables à un effet antiépileptique quand on est sous régime cétogène que quand on est sans régime cétogène. Bon, ce sont quelques mécanismes. Clairement, on n'a pas encore tout compris non plus, encore dans les régimes cétogènes, mais vous voyez qu'on avance et qu'on a déjà pas mal d'explications. Pour vous montrer un peu plus de manière concrète à quoi ça ressemble, je vous ai mis sur la gauche le régime normal, sur la droite le régime cétogène. Normalement, on garde le même apport protéique entre les deux régimes. Par contre, on va drastiquement diminuer l'apport en glucides. Vous voyez, on passe de 60% des apports caloriques totaux, c'est ça ce que ça veut dire ACT, à 20%. Et surtout, du coup, pour quand même avoir assez de calories, on va augmenter les apports en graisse. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut mettre en place un régime cétogène, on va diminuer bien sûr les sucres rapides, premier sucre auquel on pense, le sucre de notre café, les boissons sucrées, le sucre des fruits, mais aussi restreindre beaucoup le sucre des sucres lents, le pain, le pâte, les riz, les pommes de terre.
On va limiter les sucres des laitages, puisque le lactose est un sucre. On continue d'avoir un bon apport protéique, donc la viande, le poisson, on continue bien sûr d'en donner. Et on augmente l'apport en graisse, donc on augmente l'huile, le beurre, les TCM. On a certaines petites astuces pour qu'on ne se retrouve pas avec 3 haricots dans l'assiette qui baignent dans du beurre, qui sont des vieilles images qu'on a du régime cétogène. Maintenant, on a des recettes bien plus sympathiques. Je vais vous en montrer une tout à l'heure. On a certains aliments spécifiques qui sont d'emblée cétogènes, notamment ce fameux kétocal qui peut être utilisé sous forme de lait du coup, ou qui peut être utilisé parfois sous forme de poudre pour remplacer un peu la farine. Alors je vous ai mis là par exemple un exemple de menu. On marque 2 sur 1, ça veut dire 2 fois plus de graisse que la quantité de glucides et de protéines. C'est entre guillemets un petit peu la force du régime cétogène. On peut aller jusqu'à 4 sur 1. Et vous voyez que finalement, le matin, on peut manger un peu de pain avec du beurre, on peut bien sûr boire à côté un café sans sucre. Bon, on pourrait mettre plus de beurre aussi. Et puis finalement, au déjeuner, eh bien, on a restreint un petit peu les quantités de viande, les haricots. Bien sûr, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de dessert sous forme de fruits, il n'y a pas de laitage. Au goûter, on va faire un semblant de milkshake avec ce lait particulier qu'est le kétocal. Et le soir au dîner, alors là, je suis sûre que ce dîner ressemble à ce que tout le monde a déjà pu manger. Un avocat mayonnaise avec un peu de viande, très peu de riz, un peu de tomate, un petit peu de beurre. Par contre, pas de pain pour saucer la mayonnaise, parce que sinon, vous rajoutez les féculents. Et à la fin de la journée, on peut faire notre compte, vous voyez, des lipides, donc les graisses par rapport à la protéine et aux glucides. Et si vous faites vos petits calculs, vous allez voir qu'on a le double de lipides par rapport au reste. Bon, c'est un petit exemple. Normalement, il faut avoir un petit peu ce rapport à chaque repas, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que je vous montre là. Alors, un exemple bien plus sympathique pour vous montrer qu'on peut faire des choses sympas avec le régime cétogène et que ce n'est pas juste 3 haricots dans une mare de beurre. Vous avez sur votre gauche une recette de gâteau au chocolat traditionnel et on va vouloir, ce qu'on dit nous, cétogéniser la recette. Donc, enlever les sucres les sucres lents, vous voyez qu'on baisse beaucoup la quantité de farine. Les œufs, on reste à peu près dans les mêmes proportions. Bien sûr, on baisse beaucoup la quantité de sucre. Bien sûr, on augmente beaucoup la quantité de beurre. Et au niveau du chocolat, on va faire attention de prendre, bien sûr, pas du chocolat au lait, un chocolat très concentré. On va rajouter de la poudre d'amande parce que la poudre d'amande est un aliment qui est naturellement assez riche en graisse et qui donne un peu une consistance qui peut ressembler un peu à de la farine. Et on peut rajouter un peu d'édulcorant pour donner le goût sucré. Alors, vous voyez que la différence entre mon gâteau au chocolat traditionnel et le gâteau cétogène, c'est que bien sûr, le gâteau cétogène est beaucoup plus calorique, parce que vous avez mis beaucoup plus de beurre. Donc, vous allez peut-être moins en manger, mais il n'empêche que vous pouvez en manger, il est cétogène, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez qu'on peut faire des petits plaisirs sympathiques sous régime cétogène. Attention, attention avec ce régime, parce que vous l'avez vu, on enlève beaucoup de choses dans l'alimentation. Les produits laitiers, les féculents, les fruits, donc c'est un régime qui induit beaucoup de carences. Des carences en vitamine D, des carences en fibres qui peuvent être responsables de constipation, carences en produits laitiers, carences en vitamine C, carences parfois en carnitine, en vitamine B12 aussi quand on est obligé de diminuer un petit peu la viande. Donc, vraiment, le message absolu que je voudrais faire passer ce soir, c'est ne faites pas un régime cétogène tout seul, faites-vous aider, il faut des compléments, il faut des surveillances. Quand on fait un régime cétogène, des bilans biologiques réguliers pour être sûr qu'il n'y ait pas de carence. La carence que l'on craint le plus, c'est la carence en sélénium, parce qu'elle peut entraîner des conséquences cardiaques avec une hypertrophie cardiaque et des troubles du rythme cardiaque. Et donc, il faut vraiment vérifier. Et très souvent, on a besoin de prendre à côté des suppléments en vitamines ou minéraux. Je vous ai mis là quelques noms de ces suppléments. Alors, l'efficacité, donc quand on met en place un régime cétogène, très souvent, ce sont des patients pharmacorésistants qui font beaucoup de crises. Notre objectif, donc, c'est de diminuer de 50% la fréquence des crises à 3 mois. Donc, on met en place le régime cétogène.
Au bout d'un mois, déjà, on voit est-ce que ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais on ne conclut qu'au bout de 3 mois pour voir si effectivement on est rentré dans nos objectifs. Alors, on n'est pas si drastique que ça, hein, notamment chez les enfants, par exemple, qui font des myoclonies astatiques, c'est-à-dire qui chutent. Parfois, le régime agit déjà sur les chutes, mais au total, quand on compte toutes les crises, on n'est pas à 50%. Bon, c'est déjà une énorme amélioration de la qualité de vie de ne plus chuter. Et donc, bien sûr, on tient compte de ça aussi. Globalement, si on prend globalement toutes les études, on a une efficacité à peu près de 40% des patients qui rentrent dans cet objectif. Donc ça, c'est vraiment très, très global. Il y a certaines études qui vont être plus autour de 60%, d'autres qui vont être autour de 35%. Là, je vous parle aussi là de l'efficacité à 3 mois. Il faut voir après l'efficacité à plus long terme. On a une diminution, malheureusement, de cette efficacité avec le temps. Vous voyez quand même qu'à 3 mois, il y a 10%, 5 à 10% des patients qui ont une diminution de 90% des crises. Donc vraiment, quand ça marche bien, le régime cétogène, c'est énorme, vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait justement que ça marche bien ou que ça marche moins bien? Eh bien, on sait qu'il y a certains syndromes qui répondent mieux au régime cétogène que d'autres, sans vraiment comprendre bien sur le plan physiopathologique pourquoi. Par exemple, vous voyez dans le syndrome de Dravet, dans le syndrome de Dose surtout, hein, le syndrome de Dose, c'est vraiment un syndrome qui est très bien répondeur. Les spasmes infantiles aussi, le syndrome de West. Maintenant, en première intention dans le syndrome de West, on met des corticoïdes et du Sabril, et si ça ne marche pas, très rapidement, on passe au régime cétogène avec vraiment une très bonne efficacité. Vous voyez qu'il y a 90% des enfants qui ne font plus de crise à 1 mois sous régime cétogène. Il y a le cas particulier du syndrome d'Angelman, où le régime cétogène agit à la fois sur les crises, mais aussi sur les troubles du comportement, et où on peut être amené à le mettre en place, alors même que les enfants ne font pas du tout de crise. Alors là, vous voyez du coup l'extrait d'un article qui a été publié par M. Kossoff, qui est vraiment la référence internationale en termes de régime cétogène, et qui a séparé en fait d'un côté les épilepsies qui sont censées le mieux répondre, et d'un autre côté celles pour lesquelles on a un petit peu moins de chances de répondre. C'est pas une contre-indication pour autant, hein. Moi je pense qu'il y a des moments et c'est du cas par cas aussi, et il faut voir les choses au cas par ça. Mais tout à l'heure, voilà, il y avait une maman qui posait une question pour son enfant qui avait un CDKL5. Bon, vous voyez que malheureusement, ça fait partie de la liste des patients qui répondent moins bien. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'essayer, hein. Il n'y a pas de risque à l'essayer à partir du moment où c'est bien surveillé. Il n'y a pas de risque. Mais voilà, statistiquement, on ne part pas 100% gagnant comme on le pourrait l'être dans un déficit du transporteur du glucose, par exemple, que vous retrouvez plutôt dans la liste de gauche. Alors, quand on fait un régime cétogène, souvent les patients demandent combien de temps on va faire ce régime cétogène. Donc, comme je vous l'ai dit, on part au moins pour 3 mois. Au bout de 3 mois, on juge est-ce qu'on a été efficace ou pas. Donc, au bout de 3 mois, on peut décider éventuellement de l'arrêter si ça n'a pas été efficace. La durée maximale dépend de l'indication. Si vous avez un déficit du transporteur du glucose, malheureusement, vous êtes né avec cette anomalie qui fait que vous ne pouvez pas faire rentrer le glucose au niveau de votre cerveau, et donc ce sera un traitement à vie. Pour les autres épilepsies, par exemple sclérose tubereuse de Bourneville dont on parlait, les malformations, les séquelles de chirurgie, de choses comme ça, en général, c'est comme tout traitement antiépileptique, on part pour 2 ans et on réévalue au bout de 2 ans si effectivement c'est encore nécessaire ou pas. On peut faire un essai d'arrêt ou un essai de diminution au bout de 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Réponse oui. Certaines maladies génétiques très rares dans lesquelles on ne sait pas utiliser les graisses. Vous avez vu quand même que c'est un régime dans lequel il y a beaucoup de graisses. Les gens qui, de base, ont déjà certains problèmes cardiaques, certains problèmes hépatiques qui font que, du coup, ils n'arrivent pas bien à utiliser les graisses, et d'autres maladies vraiment rarissimes qui sont des maladies métaboliques très, très rares. Est-ce qu'il y a des risques à faire ce régime? Donc, à court terme,
eh bien, c'est comme si vous faisiez un repas de Noël tous les jours. Voilà, on peut être un peu ballonné, on peut être constipé parce qu'il y a moins de fibres et du coup, on peut avoir un petit peu, avoir un peu moins faim. On parlait tout à l'heure du reflux. Le régime cétogène, clairement, majore le reflux. Hein. C'est comme vous, quand vous venez de manger un gros repas, vous avez plus tendance au reflux. Du coup, parfois, il peut y avoir des cas de déshydratation, des cas d'inflammation du pancréas. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et à court terme, très court, il peut y avoir des risques d'hypoglycémie. À vrai dire, moi, j'en ai quasiment jamais vu des hypoglycémies. Hein. Si vraiment on met les choses en place dans les règles de l'art, on n'en a quasiment pas, sauf peut-être chez les tout petits bébés, c'est-à-dire chez les enfants de moins de 1 an. Comme je vous ai déjà parlé du risque d'atteinte cardiaque par carence en sélénium, le risque d'augmentation des enzymes du foie, bon, pour nous, c'est un faux problème. Hein. Clairement, on s'inquiète que quand on est très élevé, et c'est souvent quelque chose qui est transitoire. Alors, souvent, les gens me demandent, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'hypercholestérolémie à manger tellement de graisse, docteur? En fait, la réponse est non, parce que l'hypercholestérolémie, dans la grande majorité des cas, en dehors des cas familiaux où c'est du coup une prédisposition génétique, ça survient parce qu'on mange son repas normal, c'est-à-dire son apport calorique normal, et en plus, on rajoute plein de boissons sucrées, plein de graisses, etc. Et c'est ce surplus qui donne naissance aux triglycérides. Ce n'est pas la graisse en elle-même. Nous, dans notre cas du régime cétogène, on a diminué drastiquement les glucides, donc on a notre apport calorique standard et on compense la différence avec nos graisses. Donc ça n'arrive jamais qu'il y a une hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie, sauf dans les familles dans lesquelles il y a déjà des hypercholestérolémies familiales. Pour autant, ce n'est pas une contre-indication. C'est-à-dire que si dans votre famille il y a une hypercholestérolémie, on peut quand même faire un régime cétogène, mais il faut prendre certaines précautions et notamment rajouter plus de triglycérides à chaîne moyenne. À long terme, cette cétose, elle est un petit peu acide et cette acidité en fait se compense sur les os et donc il peut y avoir un petit infléchissement de la croissance chez les enfants. Bien sûr, je vous le redis, hein, notre hantise, c'est vraiment l'atteinte cardiaque par carence en sélénium. Les quelques cas de décès rapportés sur le régime cétogène, c'était ça la cause. On a des risques de calculs rénaux, parce que pareil, l'acidité fait que du coup, on compense avec l'eau, on a un taux de calcium qui augmente et on a du coup des calculs qui apparaissent. On a des risques du coup de fragilité osseuse, de constipation. Mais encore une fois, tout ça, on le surveille dans les bilans. Alors, tout à l'heure, quelqu'un parlait déjà d'indice glycémique, une personne très avertie. Effectivement, il y a différents types de régimes. Il y a le régime classique. Le régime classique, c'est vraiment un régime dans lequel on fait beaucoup de calculs et on veut exactement qu'il y ait, par exemple, en 4 sur 1, 4 fois plus de glucides que la quantité de protéines et de glucides par jour. Donc, ça fait beaucoup de calculs, tout ça. C'est un peu compliqué à mettre en place, donc on est passé sur une version que l'on appelle le MAD, ça veut dire Modified Atkins Diet, ça veut dire un Atkins modifié. Ça veut dire que c'est un régime dans lequel on dit aux gens, on donne uniquement une consigne de glucides, donc ils comptent uniquement leurs glucides dans l'alimentation. Ils peuvent manger autant de protéines qu'ils veulent et bien sûr, on les encourage à bien ajouter des graisses dans leur alimentation. Ce régime-là a quasiment la même efficacité qu'un régime cétogène classique. On a les régimes MCT, c'est-à-dire les régimes enrichis en triglycérides à chaîne moyenne. Cette fois-ci, on va donner les graisses sous forme de triglycérides à chaîne moyenne. Et puis, on a les LGIT, qui sont les Low Glycemic Index. Vous les voyez tous sur votre droite. Là, vous vous dites, génial, la part de bleu est beaucoup plus, pas de bleu, mais est beaucoup plus importante, le bleu étant les graisses, hein, et surtout, voilà, la part de vert est plus importante, qui sont les glucides. C'est vrai, bon,
c'est pas encore une indication dans toutes les épilepsies. Il n'y a malheureusement pas encore beaucoup d'études sur l'efficacité du low glycemic index. Ce qui est sûr, c'est que c'est bénéfique chez les patients qui ont une maladie d'Angelman, un syndrome d'Angelman. Dans les autres pathologies, on n'a pas assez d'études pour dire que c'est efficace au même niveau. Donc, c'est en fait des cas qui sont rapportés et qui disent qu'effectivement, c'est efficace pour eux, par un cas. Mais on ne peut pas conclure sur un seul cas. Donc, régime cétogène classique, je vous les remets là. C'est clairement tous les jours, on compte ses protéines, ses lipides, ses glucides. On veut, par exemple, 2 fois plus de glucides de lipides que de la somme glucides plus protéines. L'Atkins, on va juste avoir un objectif de glucides. Pour les enfants, 10 grammes. En général, pour les adolescents, les adultes, autour plutôt de 20 grammes. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est pour toute la partie sur le régime cétogène. Comme je vous ai dit, je pourrais vous en parler pendant des heures sur le régime cétogène, mais il est déjà 19h13, donc je vais m'arrêter là et répondre au fur et à mesure à vos questions. Mais en conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir, que c'est ce qui est important. Rappelez-vous la photographie au départ de l'alimentation des personnes avec une épilepsie. C'est important d'avoir une bonne qualité de légumes et de fruits pour déjà avoir l'apport vitaminique souhaité, voire même plus que la population habituelle en vitamines et aussi l'apport calorique. Supplémentation systématique en vitamine D si on est sous traitement antiépileptique. Des choses à creuser sur les oméga 3, sur les cocktails vitaminiques. Pourquoi pas essayer un régime pauvre en gluten pendant quelques mois pour voir si ça peut avoir une incidence. Et dans les épilepsies pharmacorésistantes, clairement l'intérêt à un régime cétogène, mais pas tout seul chez soi dans sa cuisine, de manière accompagnée et surveillée à cause des risques de carence, avec encore une fois des carences qui peuvent avoir des conséquences dramatiques quand il y a des complications cardiaques. Voilà, donc on peut reprendre les questions, Charlène. Donc, j'avais déjà du coup répondu un petit peu à la question sur la sclérose tubéreuse de Bourneville. Alors, dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, le régime cétogène a aussi été montré comme étant actif sur le mécanisme même de la sclérose tubéreuse. On a répondu un petit peu à la question sur CDKL5, sur les reflux. Je ne me rappelle plus ce qu'on a. Il y avait une question sur quelqu'un qui avait une tumeur qui avait été opérée. Je ne me rappelle plus la question, ce que c'était. Oui, alors d'une manière générale, je vais me permettre d'intervenir sur les questions, non pas pour vous frustrer tous, mais je crois que rares sont les webinaires où on a autant de questions, donc j'ai d'emblée une proposition à vous faire à tous, parce que je pense que même on pourrait y passer la soirée, comme a dit Dr Barr tout à l'heure, on pourrait rester jusqu'à 23 heures ensemble au regard du nombre de questions et aussi au regard du nombre de témoignages personnels que vous nous avez laissés, notamment certains m'écrivent en privé, pas dans la zone de chat de tout le monde. Je trouve ça super intéressant, donc du coup, la plateforme numérique de la communauté de pratique est aussi là pour répondre en temps réel à vos besoins. Et on va vous proposer, en plus du webinaire, on vous mettra un lien, en plus du replay, pour accéder à un forum de discussion. C'est-à-dire que vous pourrez nous laisser ces questions auxquelles on n'aura pas répondu, pour qu'on les enregistre de nouveau, aussi pour que vous puissiez échanger entre vous. Vous êtes nombreux à être parents, aidants, personnes concernées, donc ce sera aussi l'occasion que vous vous répondiez mutuellement. Et puis on pourra, comme Dr Barth pourra comme ça les consulter et voir si elle souhaite ou si elle peut y apporter une réponse. Parce que vous êtes aussi nombreux à nous demander le contact personnel de Dr Barth. Alors, ce n'est pas que je botte en touche pour vous répondre, mais j'imagine que Dr Barth a un agenda et je ne peux pas me permettre, moi, de vous donner son contact téléphonique et contact mail comme ça. Par contre, via le forum de discussion, elle pourra voir en fait comment éventuellement elle souhaite ou pas apporter des réponses, soit sous forme, on fait ça parfois, une forme d'une synthèse écrite ou autre, il faut qu'on réfléchisse. Mais en tout cas, en plus du replay, on vous propose ce forum de discussion et des échanges et vous apporter réponse. Néanmoins, j'ai quand même essayé de classer
les questions par thématique, si ça peut vous aider, Dr Barbe. Donc, on retrouve les thématiques de votre PowerPoint, donc, ce qui nous prouve qu'il était bien en adéquation avec les besoins des gens qui sont présents ce soir. Donc, on retrouve beaucoup de... J'ai identifié 4 grands thèmes sur lesquels vous êtes en train de nous poser des questions ce soir. On a un thème autour de la prise de poids, avec 2 questions qui sont quel risque d'obésité au régime cétogène, car 90% de graisse, et aussi quelque chose que je trouve intéressant, certains arrêtent les traitements à cause d'une prise de poids. Existe-t-il un protocole diététique ou une prise en charge nutritionniste qui pourrait éviter cela? Déjà un thème sur lequel je vous laisse répondre, puis j'en ai 3 autres derrière. Donc, oui, pas de souci pour vous donc répondre sur le un thème autour de la prise de poids. Moi non plus, je vous donne pas mes coordonnées directement parce que sinon c'est plus possible. Mais voilà. En tout cas, sur la prise de poids, c'est un peu la même réponse que sur l'hypercholestérolémie. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de prise de poids sous régime cétogène, à condition que auparavant, bien sûr, on avait déjà un régime qui n'était pas carencé en calories. Hein. C'est-à-dire que l'idée, normalement, quand on met en place un régime cétogène, on a une diététicienne qui fait un recueil alimentaire donc de 3 jours d'alimentation normale comme vous la pratiquez et qui détermine combien il y a de calories dans votre alimentation actuelle et qui adapte du coup le régime cétogène aux calories que vous mangez. Donc, quand on prend du poids, habituellement, c'est qu'on mange plus de calories que ce que l'on est censé faire. Hein, c'est la tablette de chocolat qu'on n'a pas forcément besoin de manger le soir, mais qu'on fait quand même. Et du coup, voilà. Là, c'est pas le fait de mettre des graisses, en fait, qui fait prendre du poids. Quand on rajoute des graisses dans notre alimentation normale, c'est du surplus. Et c'est pour ça que l'on prend du poids. Donc ça, c'est d'une manière générale. Il y a des gens parfois même qui perdent du poids sous régime cétogène. Et ça, c'est très important que l'on en discute parce qu'en parcourant là rapidement, j'ai vu quelqu'un qui posait une question sur la maladie d'Alzheimer. Attention, parce que très souvent, quand on fait un régime cétogène, notamment un peu sauvage, on arrive finalement, en se forçant un peu assez facilement, à diminuer nos quantités de glucides dans l'alimentation, donc à diminuer nos calories. Par contre, c'est compliqué de rajouter des graisses et de manger toutes les graisses. Des fois, c'est un peu écœurant de le faire. Et au final, on ne mange pas toutes ces graisses et c'est comme ça qu'on se retrouve en carence calorique et qu'au final, eh ben, on perd du poids plutôt qu'on en prend. Et moi, les cas où j'ai ça m'est arrivé d'arrêter le régime cétogène chez certains patients parce qu'ils perdaient du poids, parce qu'ils n'arrivaient pas à manger les quantités de graisse. Et en général, les situations dans lesquelles c'est arrivé, ce sont des patients qui avaient des troubles cognitifs. Donc voilà, justement des gens avec des maladies d'Alzheimer ou d'autres, plutôt des adultes, où c'était du coup compliqué. Parce que c'était aussi des gens qui cuisinaient eux-mêmes et qui du coup ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire les choses comme ça. Donc moi je dirais plus que ma crainte quand j'initie un régime cétogène, c'est plutôt qu'il y ait une perte de poids plutôt qu'une prise de poids. Maintenant, ça arrive, on a quelques enfants qui ont suivi comme ça, hein, qui, malgré toutes les précautions qu'on a fait, ont pris du poids parce que probablement ils utilisent eux-mêmes mieux les graisses que les calories qu'ils avaient avant par le sucre. Donc ça, il faut le surveiller. La deuxième question était un peu inverse, c'est-à-dire qu'il y a des traitements antiépileptiques, au premier rang duquel la dépakine, qui favorisent la prise de poids. Est-ce qu'il y a des régimes particuliers à adopter par rapport à ça? Là, je pense qu'il faut faire au cas par cas, effectivement, avec une diététicienne pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer l'apport calorique. Quand c'est les enfants, très souvent, ou même les adultes, hein, ça leur ouvre l'appétit aussi. Donc, ils ont vraiment envie de manger beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Des fois, il y a des astuces, hein, mettre beaucoup de salade, par exemple, qui remplit l'estomac sans qu'il y ait beaucoup de calories, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Après, il n'y a pas de recommandation particulière de régime selon les types d'antiépileptiques que l'on prend. Mais effectivement, certains favorisent la prise de poids, comme d'autres favorisent la perte de poids aussi. L'Epitomax, par exemple, hein, qui coupe l'appétit. Alors, deuxième partie sur la laine. Alors, il y a d'autres... Deuxième partie, oui, alors j'y vais.
J'essaie juste de reconnecter ma feuille de route. Après, un autre bloc de questions autour des troubles digestifs. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et de questions. J'en ai isolé certaines qui, pour moi, retraduisaient les questions de l'ensemble des personnes. Gros troubles digestifs associés aux crises, que faire? Car déjà sans caséine et sans gluten. D'après une étude, il semblerait que le régime sans gluten serait efficace, surtout débuté peu de temps après l'apparition du diagnostic. Alors, du coup, et que pensez-vous de la greffe fécale? Il faut mieux faire un régime sans gluten tout de suite après le diagnostic. Je n'ai pas notion de l'étude dont vous parlez. En même temps, je vous ai montré tout. J'avoue que j'ai pas lu tous les 3700 articles. Hein. Mais je vois pas tellement pourquoi ça aurait un impact de le faire tout de suite après la découverte du diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire si c'est déjà sans gluten, sans caséine? Après, voilà, la question c'est est-ce que ça reste toujours très pharmacorésistant et auquel cas est-ce qu'il faut passer au régime cétogène? Il y a la question effectivement des greffes fécales, des choses qui commencent un petit peu à se faire. Moi, j'en ai pas d'expérience du tout parce que c'est pas quelque chose qu'on pratique encore ici chez nous à Angers. Mais je sais que ça se fait et vous voyez, la preuve, c'est que dans les dernières études sur le régime cétogène, justement, s'intéressent au changement du microbiote. Donc, ça a probablement un effet, c'est sûr, même on le sait, hein, qu'il y a des bactéries qui sont meilleures que d'autres. Mais je ne pourrais pas vous donner un avis parce que j'en ai personnellement pas une expérience et que je n'ai pas lu énormément d'articles sur ça. Qu'est-ce qu'on avait encore sur... oui, c'était ça, les questions. Il ne faut pas hésiter à me relire, Charlène, parce que avec toi. Ouais, voilà, répondu à peu près. Oui. Ouais. Essentiellement, ouais, effectivement, à peu près, ouais. Ensuite, on avait... alors là, ça correspond au webinaire de ce soir. Beaucoup de questions. Alors, j'ai eu du mal à les thématiser. J'ai appelé cette rubrique vitamine, carence et sensibilité. Avec des questions générales et puis des questions de plus en plus précises. Il n'y a pas vraiment d'aliments qu'on ne doit pas manger. Y a-t-il des aliments qu'on ne doit pas manger? La seule chose, comme dit, c'est qu'on peut essayer un régime sans gluten, sans gluten pour voir si ça a une efficacité. Mais voilà, il n'y a pas... Par exemple, les patients migraineux, on leur dit faites attention avec le chocolat. Bon, voilà, ça c'est un truc très très précis. Tandis que bon, là, c'est pas le cas. Dans l'épilepsie, on n'a pas comme ça un aliment qu'il ne faut pas du tout manger. J'ai pas vraiment fait de recherche sur ça, mais y a-t-il un lien entre les boissons énergisantes et la fréquence des boissons énergisantes, il peut parfois y avoir des éléments excitateurs pour le système nerveux central, hein, c'est justement l'idée, on va dire. Et donc, voilà, moi j'aurais comme ça tendance à dire que c'est sûrement pas une très très bonne idée. Maintenant, dans les boissons, tout dépend ce qu'on appelle boissons énergisantes et qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Les boissons dans lesquelles il y a beaucoup de caféine par exemple, je crois que c'est pas une très bonne idée. Il y a d'autres boissons énergisantes dans lesquelles il y a par contre de la carnitine. Et ça, la carnitine, on sait qu'il y a des patients, notamment sous dépakine, qui peuvent en manquer, et ça peut être intéressant. Mais globalement, moi, je dirais que c'est peut-être pas une très bonne idée. Alors après, on a, vous avez parlé d'acide folique pendant la présentation. La carence en acide folique est fréquente chez les patients avec épilepsie qui prennent notamment de la lame exactement vous répondre. Si on veut suppléter naturellement, que consommer alors? Et c'est surtout que dans ce que l'on mange, il n'y a vraiment pas énormément d'acide folique. Et que quand on fait une supplémentation en acide folique, c'est vraiment 10 à 100 fois la dose que l'on pourrait avoir dans des aliments et dans ce que l'on prend au quotidien. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas compenser une carence par l'alimentation. Et qu'il faut une supplémentation médicamenteuse.
Alors, les études que je vous ai montrées sur le cocktail Pour un vitaminique, c'est des syndrome de études qui ont Dravet, un été faites chez les cocktail adultes. Il y a vitaminique beaucoup est-il d'études qui ont été conseillé? faites chez les adultes, plutôt sur les cocktails vitaminiques. Pourquoi? Parce que chez les enfants, la question est toujours quelle dose on va donner. Voilà, c'est pas standardisé. Les Dravet, souvent, c'est plutôt les petits hein, que ça touche. Donc, j'ai pas vu d'études, et c'était d'ailleurs un des sujets de discussion de beaucoup de médecins, de dire que pour l'instant, il n'y a pas d'essai comme ça de ces cocktails vitaminiques, on va dire standardisés pour les petits. Okay. Quand on dit un autre chose sur porto, les vitamines, ça veut dire qu'on aurait fait un dosage sanguin dans lequel il y aurait un manque d'accumulation de de vitamines, c'est ça vitamines. on voudrait dire. C'est un peu... non, je pense pas. Je pense que si on a un fort taux dans le sang, c'est pas qu'on l'utilise pas bien. Au contraire, hein, souvent c'est plutôt on a un taux bas et qui fait que... Non, je pense pas. Et puis, alors voilà, je suis obligée de scinder un peu les questions, mais quelqu'un qui nous dit que le régime cétogène n'a pas forcément fonctionné et que il y a beaucoup de crises avant les repas. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre un manque de certains aliments calories à ces moments-là, c'est ce que les gens souvent rapportent, que c'est plutôt avant le repas. Maintenant, voilà, avant le repas, on peut être un petit peu globalement plus fatigué aussi. La fatigue entraîne les crises. Je n'ai pas de preuve formelle pour le savoir, en fait. Hein. Ce qui est, en général, on dit que quand il y a beaucoup de crises avant le repas, il faut vraiment se méfier que ce ne soit pas un déficit du transporteur du glucose. Bon, là, en l'occurrence, le traitement, c'est le régime cétogène. Visiblement, le régime cétogène a été essayé chez cet enfant et n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas un déficit en transporteur du glucose. Mais il faut veiller à avoir un bon apport calorique globalement sur la journée avec une bonne croissance staturopondérale qui est le meilleur reflet du fait qu'on a un bon apport calorique. Après, voilà, c'est compliqué aussi de savoir quel est le bon apport calorique chez les patients épileptiques parce que certains enfants malheureusement sont très handicapés donc n'ont pas non plus les mêmes besoins caloriques qu'un autre enfant du même âge qui courait toute la journée dans le jardin. Et d'un autre côté, un enfant qui convulse beaucoup a une activité physique du fait de ses convulsions aussi. Donc c'est compliqué des fois de savoir exactement le bon apport calorique exact. C'est la croissance qui doit guider. Alors après, il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. D'accord. Alors, on a plein de questions qui sont en train d'arriver, mais je vais terminer sur les thématiques. Il y avait la dernière thématique, c'était un peu autour de ce que j'ai nommé, moi, un bénéfice-risque, avec la remarque suivante. Le régime cétogène est efficace que sur certaines épilepsies et délétère sur d'autres formes. Par contre, certains antiépileptiques provoquent des troubles digestifs, dont diarrhée, troubles du comportement alimentaire, soit boulimie, soit conduite anorexique. Qu'en pensez-vous? C'est le cas avec la dépakine ou le Ficompa, point d'interrogation. Oui, effectivement, il y a des troubles digestifs avec... Je sais pas, je comprends pas trop. Est-ce que... Alors, oui, la question c'était, il y a des troubles digestifs, donc diarrhée, troubles du comportement. C'est le cas avec la dépakine ou le Ficompa, point d'interrogation. La dépakine, peut entraîner des troubles digestifs, je pense parfois même des troubles hépatiques. Donc, s'il y a vraiment beaucoup de problèmes digestifs avec la dépakine, je pense qu'il faut quand même vérifier que le foie fonctionne bien et que l'enfant supporte bien la dépakine. Parfois, ça peut être amélioré en ajoutant un traitement par carnitine, parce que comme je vous ai dit, la dépakine peut entraîner des carences en carnitine. Donc ça, c'est un dosage. Hein. La carnitine, on peut le doser dans le sang. Et ça peut aider sur les troubles, notamment hépatiques, liés à la dépakine. Sur le Ficompa, je connais un petit peu moins bien. Donc je ne vais pas répondre sur la question du Ficompa, parce que c'est vraiment un traitement qu'on n'utilise pas souvent et moi, j'en ai pas l'expérience personnellement. Ça répond à la question.
Ok, alors après, ouais, je laisse la personne vous dire si, dans le chat, nous dire si ça répond à la question qu'elle avait posée. Alors après, je salue Bon, la solidarité dont vous je faites peux rentrer preuve chez entre moi, vous, alors. puisque vous êtes en train de vous répondre, en fait, mutuellement sur des questions, en train de vous échanger des adresses aussi. Donc, c'est très bien. Oui, c'est le début du forum de discussion qui démarre. Donc, nombreux vous remercient, Dr Barthes, pour votre excellente présentation et l'intérêt porté sur votre webinaire. Donc, on vous copiera tous ces témoignages de remerciements. Et puis, peut-être, parce que cette question change peut-être un peu des autres, un témoignage avec une question à la fin. Maman d'un enfant atteint de syndrome d'Angelman, régime index glycémique faible depuis plus de 3 ans. Nombreux effets bénéfiques. La principale difficulté réside dans la confection de menus variés. Mon fils ayant une tendance à être très routinier, cependant, même lui a des phases d'ennui alimentaire. 4 enfants dont un bébé à la maison, parfois je m'arrache les cheveux pour faire des menus hebdomadaires. Existe-t-il des outils à destination des familles Non, je crois pas qu'il y ait avec des vraiment menus hebdomadaires dans lequel et on non vous donne uniquement des tout le recettes? menu hebdomadaire, et franchement, je crois que ce serait pas souhaitable non plus, hein. C'est-à-dire que vous avez vos goûts, vous avez vos habitudes alimentaires dans les familles, et ce serait très compliqué de proposer des menus hebdomadaires qui seraient sûrement différents selon les différentes origines que l'on a. Donc ça, je suis même sûre que ça n'existe pas. Après, la question, c'est comment est-ce qu'en effet, ça c'est une remarque de tous les parents qui s'occupent d'enfants avec régime cétogène, c'est le fait que ça prend énormément de temps. La préparation des plats, des recettes, d'essayer d'avoir des choses diversifiées. Et ça, tout le monde le dit. Donc voilà, on dit toujours essayer de faire un plat de 4 portions et vous congelez 3 portions individuelles que vous pouvez ressortir comme ça pendant la semaine. C'est des choses comme ça que l'on recommande. Mais franchement, je ne crois pas que de vous donner un menu hebdomadaire va vous servir beaucoup, parce qu'au contraire, ça va vous mettre encore plus de contraintes en vous disant bah, le lundi c'est carottes et le mardi c'est poireaux. Non, ça, je crois que c'est pas une très bonne idée. Mais par contre, oui, les outils dans lesquels vous avez des recettes, il y a des outils là, le Céto Chef, dans lequel ça vous aide un petit peu à calculer les recettes, les aliments. Voilà, il y a des outils comme ça qui existent. Et puis après, l'idéal, ce serait aussi à un moment d'avoir des sortes de plats préparés cétogènes déjà que vous pourriez utiliser. Bon, ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres pays et qu'on verra peut-être un jour arriver chez nous. Et donc, alors, je pense qu'on va pouvoir bientôt clôturer. Après, il y a quelqu'un qui nous dit se sentir un peu perdu, donc j'ai envie de prendre son témoignage pour pas la laisser trop perdue peut-être ce soir, si on peut lui apporter une réponse. La maman d'un jeune homme de 21 ans qui a une épilepsie nocturne non stabilisée, traitement Tegretol et Lamictal depuis 1 an et demi, il est sous antidépresseur. Les crises sont passées de 5 à 6 par semaine à 1 ou 2 par semaine, mais que le matin au réveil. Le souci, c'est qu'il a pris 25 kilos et pourtant on a une alimentation variée. Moi, je pense que dans votre question, la question, c'est est-ce que la problématique, c'est la prise de poids ou est-ce que c'est l'équilibre de l'épilepsie? Que dans les épilepsies pharmacorésistantes, malheureusement, on sait aussi que c'est compliqué d'arriver à 0 crise, et donc parfois, il y a certaines crises que l'on, entre guillemets, que l'on tolère. Donc la question déjà, c'est est-ce qu'effectivement il faut poursuivre l'Effexor, et auquel cas il faut en discuter avec le médecin qui l'a prescrit. L'intérêt d'un régime sans gluten, c'est-à-dire est-ce qu'on espérerait avoir encore une stabilisation plus importante de l'épilepsie? Pourquoi pas, mais régime sans gluten ne veut pas forcément dire perte de poids. Mais après, sinon, c'est effectivement de faire le point avec une diététicienne, hein, pour voir comment est-ce que vous pouvez améliorer la situation. Donc, il est 19h37 et on vous avait dit un webinaire d'1h30. Après, je laisse le Dr Barthes. Vous pouvez regarder un Dr Barthes. Là, ça défile sans arrêt. En fait, dans la zone de conversation, il y a plein de
de nouvelles questions. Voilà, si jamais vous avez envie d'en prendre parce que vous sentez qu'elles sont en rapport avec ce que vous avez pu amener ce soir. Sinon, effectivement, je rappelle qu'on va lancer sous quinzaine le forum de discussion, qu'on alimentera des questions, on va toutes les enregistrer là pour déjà les déposer et puis vous pourrez venir compléter parce que vous donnez beaucoup d'infos entre vous, donc je vous invite vraiment à regarder le replay sous quinzaine dans la rubrique webinaire sur Je pense qu'il y a une question et puis d'aller sur le forum de tout le monde discussion. se pose et on vous remercie de la reposer. C'est-à-dire vers qui il faut se tourner voilà, pour faire un bilan de carence, un bilan de ses besoins en oligo-éléments, en vitamines. Moi, je pense que déjà la première chose, c'est se tourner vers une diététicienne avec une enquête alimentaire qui relève bien tout ce que l'enfant ou ce que vous avez mangé durant les 3 derniers jours. Et du coup, la diététicienne, elle va vraiment déjà calculer dans votre alimentation de base, est-ce qu'effectivement il y a des carences ou pas, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut déjà modifier, avant même la question d'éventuellement faire une prise de sang. C'est compliqué de doser les vitamines dans le sang, et je vous le redis, malheureusement, c'est pas parce qu'on a un taux sanguin normal qu'au fin fond de nos cellules, et notamment des cellules de notre cerveau, le taux est normal. Et on ne va pas faire une biopsie du cerveau pour le savoir. Donc, il y a le fait d'avoir des carences et il y a le fait de est-ce que même sans carence, un supplément peut être bénéfique. Ça, cette deuxième question, il n'y a que le fait de l'essayer qui nous permet de le savoir. Et ça, je pense qu'il faut quand même attendre un peu qu'on ait d'autres études plus complètes pour le savoir. Mais déjà, de voir une diététicienne, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce qu'on a tout cité, la prise de poids sous traitement, les carences parce que l'enfant il fait beaucoup de crises et il ne mange pas beaucoup, ou bien des fois aussi du coup les troubles du comportement qui font qu'on ne mange que des pâtes et pas d'autres choses parce que sinon on est très fâché. Tout ça, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment aller vers une diététicienne par rapport à ça. Ça c'était une des questions qui m'a un petit peu interpellé. Voilà. Après, il y a une question aussi intéressante, je ne suis pas allée dans les détails, qui est une question sur la relation avec le nerf vague a-t-elle été creusée, échange d'infos entre système digestif et cerveau. En fait, ce n'est pas tout à fait l'histoire du nerf vague, mais c'est effectivement la théorie que l'on appelle gut to brain. Ça veut dire la théorie de l'estomac au cerveau, comme vous le dites bien, système digestif à cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une théorie notamment qui a été très étudiée chez les autistes et qui continue d'être étudiée du coup dans d'autres pathologies neurodégénératives, qui est de dire que certains aliments, du coup, chez certaines personnes, notamment les autistes, entraînent une ouverture de la barrière digestive et que donc il y a certains éléments qui normalement doivent rester dans le tube digestif et qui chez ces gens-là passent dans le système nerveux, dans le sang dans un premier temps et ensuite passent dans le système nerveux central. Et notamment les phénomènes inflammatoires favorisent l'ouverture de cette barrière digestive et donc favoriseraient comme ça le passage de toxiques qui intoxiqueraient le cerveau et le système nerveux central. Et c'est notamment beaucoup de métaux lourds. Dans ces discussions-là, c'est très souvent les métaux lourds dont on parle. Et la deuxième chose dont on parle aussi, c'est certains produits qui sont justement dégradés des bactéries, en particulier l'acide propionique. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très très étudié, d'autant plus étudié avec l'influence du microbiote, mais je dirais beaucoup étudié dans les populations autistiques et troubles du comportement, un peu moins peut-être dans le domaine de l'épilepsie, mais malheureusement les choses sont un petit peu liées.
Donc effectivement, je me suis pas attardée sur cette théorie good to brain, mais c'est quelque chose qui existe et qui est très étudié. Après, ça n'a rien à voir avec le nerf vague. Le nerf vague, c'est encore autre chose, c'est la stimulation du nerf vague pour diminution des crises, c'est indépendant. Voilà, après, bon, effectivement, il y a beaucoup de questions sur différents oligo-éléments, sur le sélénium, sur le phosphore. Moi, j'ai pas lu de choses particulières, en tout cas pas d'études significatives sur ça. Il y a sûrement quelques petits papiers qui traînent, mais c'est rien de significatif et en tout cas rien qui a été retenu par la communauté scientifique par rapport à ça en fait. Voilà. Bah, merci. Je pense que ça répond. Je remonte en même temps que je vous parle, mais je pense qu'on a, entre ce que Charlène a synthétisé et ce que je dis, on a déjà quand même répondu à pas mal de questions. Je pense aussi, je vous remercie, Dr Barthes, pour cette présentation très riche. Je vous rappelle, je vous ai mis la petite vignette là que vous pouvez nous écrire à la communauté de pratique à communauté.epilepsie@spar.fr et que je vous remets là dans la zone de conversation la plateforme de la communauté www.pay6.care et donc avec un webinaire accessible en replay pour le revoir sous quinzaine et l'accès au forum de discussion dont on vous parlait. Merci encore pour cette grande participation.